Hey, salut Benjamin. Salut! Bon, de qu'est-ce que tu voulais que je te parle aujourd'hui? La joke que tu viens de faire, là. La joke que je viens de faire, j'ai pas fait de joke. Et là, tu me parles de Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest. Il était une fois dans l'Ouest. Voilà. Un Euh, grand chef-d'œuvre du Western Spaghetti. ouais, ben, Western Spaghetti, c'est le plus grand western de tous les temps, là, peu importe. Là. Euh, le chef-d'œuvre de Sergio Leone, euh, à mon avis. En tout cas, si c'est pas son chef-d'œuvre, c'est dans son top 2 ou dans son top 3, puis on reviendra après sur les autres Ben, films. reste qu'il a fait quand même des grands films aussi. Là. Tu sais, les autres films Ben, qu'il a c'est fait, ça. c'est génial. Quand tu regardes la quantité de. Ben, c'est ça. Les quelques films qu'il a fait, c'est. T'en as. T'en as trois là-dedans qui sont des chefs-d'œuvre, à mon avis. Ces trois derniers. Mais. Puis on reviendra sur celui d'avant. Mais. euh, oui, donc pour parler de. Ben, tu sais, justement, on va commencer un petit peu plus par le commencement, là, puis revenir un petit peu avec. Tu sais, on parle de Western Spaghetti. Euh, Il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par là déjà, là, vu que on essaie, bon, un début dans cette émission-là, c'est de faire de l'éducation populaire de base. Donc, non, mais c'est ça. Les Western Spaghetti, tu sais, j'ai pas vraiment réussi à trouver comme d'où est-ce que l'appellation venait, puis, tu sais, si c'était plus une qualification Ben, je pense américaine. que je pense que c'est à cause que c'est Spaghetti Italie, ça vient de même, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. J'imagine. Là. Ouais, ouais, ben ça oui, mais je veux dire, tu sais, d'où est-ce que le terme est apparu Ouais. exactement, puis qui c'est qui a commencé à l'utiliser, puis je sais pas à quel point, tu sais, mettons en Italie, je sais pas à quel point comme on utilise vraiment ou pas, là, parce que tu sais, il y a quand même un aspect, surtout à la base, une description plus péjorative, là, d'après ce que j'ai compris, là. Tu sais, de dire des western italiens, tu sais, ça sonne, si tu réfléchis 2 minutes, tu pense à la première personne qui se disait ah, les western spaghetti là-bas, ça sonne un petit peu raciste, là, puisque l'italien, en tout cas, si l'italien était une race, là, euh, mais c'est ça, c'est il y a un aspect péjoratif, du moins au départ, là, à qualifier ça de spaghetti. Mais c'est ça, en gros, c'est des westerns italiens tournés en Italie. Mais bon, je vais rentrer plus en détail dans les caractéristiques après. Mais Spaghetti, j'ai lu ça, je pense, une fois, puis je l'ai jamais revu. Que Spaghetti, ça avait rapport au fait que bon, c'était italien, puis c'était violent, fait qu'il y avait plein de sang, fait que c'est comme genre de la sauce tomate. Là. Mais je sais pas. J'ai lu ça une fois. Ben, ouais. Ça fait du sens, ça. Ouais, mais j'ai aucune idée. Peu importe, là, bon, on va arrêter de parler de choses qu'on sait pas. On va se concentrer sur ce qu'on sait. Ben c'est ça, tu sais, il faut comprendre le cinéma italien, c'est pas du tout de l'époque, là, des années 60, disons, ou avant. C'est pas le même cinéma italien d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, bon, le cinéma italien existait, il était puissant, contrairement à aujourd'hui. Euh, mais, tu sais, dans le sens que, bon, tu as des films quand même de Paolo Sorrentino et tout, là, mais l'Italie, c'est pas, comparé à avant, c'est pas le pays qui Ouais. produit le plus de films actuellement. Là. De qualité ou pas, peu importe, là, mais juste de simple quantité. C'est ça. Puis à l'époque, ben, c'était très différent, le cinéma italien là, qui était très important. Quand tu fais les grands. Quand tu lis comme des compilations des grands classiques, mettons, là, du cinéma, les pays d'origine, c'est tout le temps la France, les États-Unis, l'Italie puis le Japon. C'est comme les quatre pays d'où est-ce que la majorité des films. Après, je te dis pas qu'il n'y a pas d'autres films d'ailleurs, ou il n'y a pas du Bergman ou peu importe. Là. Mais quand tu regardes en termes de quantité, tout ça, là,
quantité et qualité ensemble. C'est les pays qui reviennent. Puis c'est ça, tout ça pour dire que le cinéma italien était très important, il faisait beaucoup de films. Puis les westerns dits spaghetti ne sont pas apparus d'un coup là, des années 60 que tout d'un coup, l'Italie, des réalisateurs italiens, des producteurs italiens ont voulu financer des films comme ça, western. Il y a des westerns qui se font en Italie depuis longtemps. Là. Puis bon, il y a un film. J'ai lu quelque part là, qu'il y avait des films des années 10, puis, mais bon, j'ai retenu entre autres Il Fanciullo del West, qui est sorti en 1943, qui est un film en 1943, je n'avais même pas remarqué, en pleine Deuxième Guerre mondiale mussolinienne, mais c'est ça. Mais c'est une époque, l'Italie produisait beaucoup de films, puis beaucoup de films pour des films qui se passaient aux États-Unis aussi, puis des films destinés au marché international, tout ça. Il y avait beaucoup de péplum dans les années 50, là, des films qui se passent en Antiquité, là, des grands films épiques comme on faisait à Hollywood. Ben, il y en avait en Italie aussi. Puis, un exemple, ben, il y en a un que, quand j'ai vu ça, comme ah oui, l'Italie faisait beaucoup de péplum, j'ai tout de suite réalisé que ah ben oui, j'en ai vu au moins, ben, pas au moins, là, je pense juste vu un, mais j'en ai vu un de ça il n'y a pas longtemps. Tu as Ulysse, un film, une adaptation de l'Odyssée d'Homère. Ulysse, en 1954, c'est comme le plus grand film, le film le plus connu, où il y a le plus de succès, qui est une adaptation de l'Odyssée. Ben, c'est ce film-là, c'est un film italien avec Kirk Douglas qui fait Ulysse. Ouais, non, c'était bon. C'était assez. Adaptation assez fidèle là, à l'épopée d'origine. On dirait qu'il y a un clash entre les années 40, c'est le néo-réalisme, puis tout de suite après ça, des gros films comme ça. C'est comme bizarre que c'est rapide. Là. Ben, il y a souvent des circonstances économiques aussi là-dedans, puis c'est toute la guerre qui rentre en compte. Là, mais... Ouais. Mais c'est ça. Mais t'as aussi. Mais j'imagine que tu avais aussi différents films qui cohabitaient là, quand même là, à l'époque. Même si, bon, je suis pas un expert de la filmographie italienne entière de l'époque, mais non, c'est ça. Je voulais citer aussi un film avant la grosse popularité, mais c'est comme un an avant, là, des Western Spaghetti. Tu as La Griffe du Coyote. Je cite parce qu'il est au complet sur YouTube gratuit, comme juste quelqu'un qui a posté ça, puis il n'y a personne qui a réclamé de droit d'auteur, puis tu peux le regarder. Mais un film de Mario Caiano de 1963, qui est, je l'étudie, La Griffe du Coyote, là, qui est Señor del Coyote, qui est une sorte, c'est comme, ça semble inspiré ou dérivé de Zorro, je sais pas trop, là. Mais c'est vraiment, c'est comme, ça se passe en Californie, mais en Californie qui vient comme juste de devenir américaine, vu qu'avant c'était mexicain, puis avant ça, ben, là, c'était juste espagnol. Mais c'est ça, puis tu as comme le gouverneur là, de la Californie, le nouveau gouverneur américain qui est pas gentil, puis là, t'as le coyote qui défend les opprimés là, contre. Mais c'est ça, c'est considéré comme un genre de western spaghetti, là, mais en tout cas, peu importe. Dans tout ça, ben là, émerge quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Sergio Leone. Lui qui est né à Rome en 1929. Dans les années 50, il a été assistant réalisateur là, sur plusieurs films. Puis, son premier film, ou en tout cas, il a juste co-réalisé, c'est un film de Mario Bonnard, principalement, en 1959. C'est Les derniers jours de Pompéi. Donc, le titre est assez équivoque. Équivoque, c'est le bon terme. En tout cas, est assez évident, est assez descriptif. Là. C'est un péplum qui raconte les derniers jours à Pompéi. Là. Pompéi qui est la cité romaine qui a été
détruite, ou en tout cas pas vraiment Il y a un on se volcan. comprend. Ben, c'est ça. Le Vésuve qui a fait éruption, puis tout le monde est mort là, puis la ville, ben, c'est ça, a disparu, là, si on veut, mais bon, une des raisons pourquoi la ville est super célèbre, c'est parce que justement l'éruption a fait en sorte que ça a conservé tout, puis que tu as les gens qui ont été comme momifiés en cendres ou en lave, je sais pas trop comment dire ça, là. Scientifiquement, comment est-ce qu'on décrit le phénomène, mais c'est ça, c'est pour ça, parce que cette ville-là, ce site archéologique-là a apporté beaucoup de connaissances sur comment les gens vivaient, je pense en 79 avant Jésus-Christ, dans une société romaine à cette époque-là. Donc, bon, c'est un petit aparté par rapport, là. Mais c'est ça, donc le film là, qui parle des derniers jours les derniers jours à Pompéi, là. Bon, je ne l'ai pas vu, là. Mais ensuite, tu as son vrai, entre guillemets, premier film qui est 2 ans plus tard, en 1961, un autre péplum qui est Le Colosse de Rhodes. Donc, le Colosse de Rhodes, le Colosse de Rhodes, c'est une des 7 merveilles du monde. Là. C'est du monde antique. Là. C'est apparemment l'immense statue géante qui se dressait à l'entrée de la ville de Rhodes, en Grèce. C'est ça, mais bon, comme toutes les merveilles du monde antique, à part les pyramides, ben, ça n'existe plus. Fait qu'on ne sait pas exactement à quel point c'était gros, puis à quel point on représente souvent comme le géant avec ses 2 jambes écartées. Puis l'entrée de la ville, ben, tu passais en dessous de ses jambes. Là. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas si c'était vraiment comme ça, parce qu'il fallait vraiment que ce soit monumental là, comme statue pour que comme les 2 jambes écartées puissent comme que l'entrée de la ville soit juste entre les 2 jambes écartées. Imagine-toi la hauteur de la statue, comment ça n'a pas de bon sens. Mais bon, je ne sais pas, là, mais peu importe. Mais tout ça pour dire qu'il y avait un film qui se passait à Rhodes, puis c'était le Colosse de Rhodes. Je pense à la fin du film, ça s'effondre. En tout cas, j'ai juste vu la bande-annonce. Là. Ça a l'air, pour vrai, ça a l'air bon. Là. Mais tu vois qu'il y a beaucoup plus de moyens que dans les premiers films qu'on connaît de Sergio Leone. Ah ouais. Si tu prends pour une poignée de dollars, là, c'est ça, c'est un film à petit budget, puis c'est pas un film avec petit budget. Ben oui, petit budget, c'est 200 000 $. Mais c'est pas un film qui a des gros moyens impressionnants, mais quand tu regardes la bande-annonce du Colosse de Rhodes, ben, c'est un péplum avec des gros décors, puis des centaines de figurants, puis tout ça. Ça a l'air quand même impressionnant. Ben, c'est-tu parce que le genre était négligé? Mettons, le western était-tu négligé à cette époque-là? Ou c'est juste parce que Sergio Leone, c'était comme son premier film, ou c'était dans ses premiers films, fait qu'il n'y a comme pas de nom encore, je sais pas. Ben, j'imagine qu'il y a une partie de ça, là, de négligence, dans le sens que c'était vraiment les péplums qui étaient comme C'était les grosses productions italiennes destinées à l'international dans les années 50. Puis il y avait beaucoup d'argent qui était mis là-dessus parce que, bon, j'imagine qu'il y avait un bon retour sur l'investissement là, au final. Mais c'est ça. Puis après ça, les westerns étaient plus des petits films, plus de. Il y a énormément de westerns là, de série B, pas toujours bons. Puis je ne suis pas au courant exactement du contexte de production pour une poignée de dollars, là, vu que c'est pas. Ben, ouais, peut-être aussi que ça demande moins de budget aussi, tout court. Là. Ben, c'est sûr que filmer un petit village fraîchement construit dans l'Ouest avec 3 maisons, puis un cow-boy, puis 4 méchants. Je caricature, là, mais c'est plus simple que de faire un film qui se passe à Rhodes, qui reconstitue le colosse, puis que c'est un grand film de déchéance antique. Là, c'est sûr, ça ne nécessite pas les mêmes moyens. Tout ça pour dire qu'en 1964, Sergio Leone décide de faire
bon, comme je l'ai dit, je suis pas au courant des démarches et de comment ça s'est fait, mais disons qu'il en arrive à réaliser pour une poignée de dollars. Donc, je n'ai pas écrit le titre italien original. Mais Je pense que je l'ai, je peux te le donner si tu veux. si tu veux, ça va enrichir, Ok, je vais aller ça chercher. va intellectualiser la discussion. Euh, Je l'ai pas finalement. ah, ok. C'est juste, Ouais, ben c'est ton coffret là, de collection de Clint Eastwood. Là. c'est juste en anglais. C'est ça qui arrive. C'est dommage. Des fois, je trouve ça dommage de faire partie du marché intérieur nord-américain Ouais, ouais. avec nos DVD et nos Blu-ray américains. Mais, ouais. Non, c'est ça, pour une poignée de dollars, donc en 1964, qui est bon l'histoire d'un homme solitaire qui se joue de la rivalité entre deux gangs dans une ville du Far West. C'est inspiré là, de Yojimbo, le garde du corps de Kurosawa, un film de 1961. Bon, c'est le premier, bon, c'est son premier western. C'est déjà tu as Clint Eastwood qui joue dedans, qui va revenir là, dans ses deux films suivants, puis qui va devenir qui n'était pas connu à l'époque, le Clint Eastwood, puis qui va devenir, ça va lancer sa carrière, là, puis c'est ça. Puis, aujourd'hui, il existe encore, puis il réalise des films. Mais c'est ça. Puis bon, la musique d'Ennio Morricone qui est déjà là, qui est c'est ça qui lui aussi, c'est le film qui va comme lancer sa carrière. Avant ça, il avait fait, il avait composé des trucs là, en musique classique. Puis je sais pas s'il avait fait d'autres films, mais c'est vraiment le film qui a lancé sa carrière. Euh, Puis, c'est un film qui est au final qui est un immense succès, malgré qui, non, malgré rien, là, qui est un immense succès, puis qui va vraiment lancer la grande mode des western spaghetti dans le sens que, comme je t'ai dit, il y avait déjà des westerns faits en Italie, mais là, il va en avoir encore plus, puis c'est là que ça va être remarqué aussi. C'est à peu près à cette époque-là, j'imagine que le terme de western spaghetti va apparaître. Là. Puis que le film va avoir un succès international, puis il va y avoir énormément de films qui sont évidemment pas tous de la même qualité. Puis c'est ça, en gros. Si on parle un petit peu de tous ces films qui sortent, puis tout ça, faut se remettre dans le contexte. En 1964, la grande ère western à Hollywood s'est terminée. Là. Les films de John Ford, puis les grandes épopées de Genre les l'Ouest. années 40, quasiment, là, ça. Ouais. C'est sûr. John Ford, il a fait genre 60 films, là, mais mettons, Tu sais-tu la réception des films western spaghetti aux États-Unis? Penses-tu qu'ils riaient de leur genre et étaient fâchés ou comme. Ben, j'imagine que non, là. Mais. ça dépend. Attends, mettons, The Searchers, c'est 1956. Mais ça, c'est un de ses derniers films. Là. Je ne sais pas à quel point c'est un de ses derniers films, mais c'est un film plus tardif là, de John Ford. C'est ça. Attends. À quel point, oui, il y avait je pense qu'il y avait un certain snobisme là, par rapport à ça, surtout au début. Là. Mais, mais bon, tu sais, avec le temps, c'est assez bien. Ben, c'est tellement bon, puis ça a vieilli tellement bien, puis c'est des classiques, fait que j'imagine qu'ils aiment ça aujourd'hui. C'est ça, c'est sûr. Puis après, mais tu sais, c'est sûr que quand Pour une poignée de dollars est sorti, puis que les films d'après qui ont su, toutes les, mettons d'autres westerns de série B, plus random qui sont sortis après, j'imagine qu'il y avait beaucoup de mépris là, par rapport à ça. Là. Mais c'est une réputation qui s'est bâtie avec le temps. Après ça, de faire une vraie revue de presse, d'essayer de comprendre la réception de façon globale, c'est un exercice que je n'ai pas fait. Mais
Mais ouais, non. Je pense qu'il y avait quand même un certain snobisme, là, c'est sûr, au départ. Puis, tu sais, mais de toute façon, même, tu sais, à chaque fois que tu as. Ben, après, ça dépend. Là. Il y a des gens qui sont très modernistes, tu sais, qu'il y a quelque chose qui va sortir tout de suite, tu sais, ça rivalise, ça peut nécessairement rivaliser avec tout ce qu'il y a eu avant, mais c'est sûr, tu sais, je pense que la majorité des gens, globalement, quand tu penses aux grands classiques, mettons, du cinéma ou d'un certain genre ou pas, là, mais euh, tu, tu les mets sur un piédestal, puis clairement, quand tu as quelque chose de nouveau qui sort, même si tu trouves ça bien bon, tu n'as pas le réflexe de dire que c'est meilleur que les grands classiques. Je veux dire, ça prend du recul, je pense, avant d'établir ça. Là. Mais, euh, mais peu importe. Là. Mais c'est ça, comme je disais, là, l'ère western est un petit peu terminée, là, du moins la grande ère. Là. Je veux dire, il y a toujours eu des westerns, puis il y en a encore aujourd'hui, là, si on veut. Mais, euh, mais c'est ça, la grande époque est un petit peu finie. Puis les, les westerns italiens qui sortent à ce moment-là, ils redéfinissent le genre. Bon, déjà, c'est tous au début, là, puis ceux qui sortent en parallèle des films de Leone, mettons, là, c'est beaucoup des films à petit budget. Puis bon, comme je l'ai dit tantôt, pour une poignée de dollars, a coûté environ 200 000 dollars. Essayons de retenir ce nombre, il va être important plus tard. C'est aussi des films où tu as une sorte de démythification de la grande histoire western manichéenne. Quand tu regardes les films classiques hollywoodiens, c'est beaucoup c'est des grands combats du bien contre le mal. C'est le mal, que ce soit des bandits ou les Indiens ou les méchants Indiens qui sont, ou bien les pauvres Indiens qui sont manipulés par les méchants bandits. Là, mais tu as tout le temps des personnages des personnages positifs, puis les, euh, les méchants de l'autre côté. Alors que dans le western italien, ben c'est différent. Là. Je veux dire, t'as des personnages qui sont immoraux, c'est vraiment immoraux, tu as des héros qui sont imparfaits. Dans Pour une poignée de dollars, Clint Eastwood, son personnage, ben, il se joue de la rivalité entre les deux gangs pour faire de l'argent de son côté. Ce qui le motive, c'est l'appât du gain. Mais en même temps, il défend comme la veuve et l'orphelin. Mettons, il y a toujours une défense de l'opprimé, même si il veut de l'argent au final. Bon, dans Le Bon, la Brute et le Truand, c'est quand même, le film, c'est une chasse au trésor. Là. Le but, c'est d'avoir le trésor à la fin. Mais le personnage de Clint Eastwood est quand même vertueux là, quand à certains moments, là, même si, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là, tu peux en parler par toi-même. Je l'ai vu il y a 2 semaines, je pense. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Il reste que, il l'appelle le bon, mais il n'est pas si bon que ça non plus. Là, Mm-hmm. il est là pour crosser les gens, puis il joue pour sa propre personne, mettons. Là. Mais c'est ça, tu sais, le pauvre puritain américain qui regarde ça dans le but d'y voir un code de conduite morale, ben là, il est déboussolé complètement. Mais, mais c'est ça, c'est aussi des films qui sont violents, comparé à plus des westerns classiques. Tu as beaucoup de fusillades, tu as beaucoup de morts, les blessures sont apparentes. Tu as du sang. Quand tu regardes ça aujourd'hui, comparé à. C'est sûr que un film de Leone comparé à, je sais pas moi, à du Tarantino, pour prendre un exemple facile, là, mais même comparé à même un film normal, si on veut, là, le sang est beaucoup moins apparent là, dans un film de Leone. Mais t'as une influence pareille. Tarantino Leone, je pense que c'est son réalisateur préféré. Là. Bon, ouais, Mais je c'est ne sais sûr plus que exactement, là, mais oui, c'est sûr. Il en parle souvent. Là. c'est sûr que pour l'époque, on est comme les années 60, là. C'est d'autres choses aussi, là, mais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr, si tu compares avec. C'est quelle année, si tu 60? Le West Side Story, parce que
les gens meurent, ils se font poignarder. C'est fucking violent à la fin, mais t'as pas de sang du tout. T'as rien. Tu reçois un coup de couteau dans le ventre, puis tu meurs en 5 secondes, mais il n'y a pas de sang, puis rien. Mais, mais c'est ça, c'est sûr, c'est adapté d'une comédie musicale, là, mais c'est ça, c'est pas le même rapport à la violence, puis aux blessures, puis tout ça. Sinon, je peux. Puis bon, justement, en parlant, tu parlais de Tarantino, là, je me souviens à Cannes, il y a une couple d'années, Tarantino était là pour présenter une version restaurée de Pour une poignée de dollars. Puis, c'est ça, je le cite juste parce qu'il a dit ça, mais ça vaut ce que ça vaut, là, mais que pour lui, c'est comme le premier film d'action moderne là, tel qu'il le connaît. Bon, il n'a pas vraiment justifié là, son propos, là, mais j'imagine que c'était parce que c'est un film où justement, tu as beaucoup de scènes qui sont des scènes purement d'action, ou qui sont des scènes de fusillade principalement. Tu en as beaucoup dans le film. Puis c'est des scènes bien rythmées, puis assez violentes, justement. Puis, bon, je me souviens pas exactement du film, fait que je vais essayer de pas trop comme essayer de justifier ça, là, mais dans le sens que c'est un film qui apporte quelque chose, une ère de modernité à une approche là, d'action et de présence de violence, si on veut. Là. Mais bon, j'en dirai pas plus pour ça. Puis mais en parlant de films violents, t'as Django de Sergio Corbucci qui sort en 1966, qui est au complet sur votre plateforme de visionnement préférée. Mais Dailymotion? Hein? Dailymotion? C'est français, Dailymotion, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Mais ouais, non, ça. Je pense que Dailymotion, ils ont le même lecteur depuis 15 ans, ils ne l'ont jamais mis à jour. Puis, ça fonctionnait il y a 15 ans, puis c'est de l'estimable aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Mais il est en complet en italien. Mais c'est ça. Ça, pour le coup, c'est vraiment très violent. Puis bon, c'est ça. Le personnage de Django qui a été réutilisé dans plein d'autres films non officiels. Puis le réalisateur lui-même a fait une suite, je pense, genre 30 ans plus tard. Puis puis évidemment Django Unchained de Tarantino encore, plus récemment. Dont je ne suis pas extrêmement fan, mais peut-être que si je voyais le Django original, je comprendrais plus la démarche. Mais bon, c'est ça. Sinon, c'est ça, les westerns italiens sont surtout filmés en Espagne. Surtout, pour les extérieurs, c'est sûr, en intérieur, tu as la Cinecittà, la cité du cinéma à Rome, là, qui peut être des studios. C'est un méga studio, je pense, mondialement. Là, c'est dans les meilleurs. Là, fait que... Ouais. À l'époque encore plus. Là. Puis c'est ça, bon, en extérieur, c'est en Espagne. Parce que, principalement, là, parce que, bon, c'est sûr, c'est plus proche que les États-Unis, puis c'est moins cher de tourner là-bas. Puis les paysages ressemblent aux paysages de l'Ouest sauvage américain. Là. Puis d'ailleurs, je pense que c'est la 3e fois que je parle d'un de mes voyages en Europe ici. C'est drôle, je n'ai juste fait 2. Mais quand je suis allé en Espagne, puis que ce soit en train pour aller jusqu'à Alicante ou quand on se promenait comme en voiture, comme j'ai l'impression de traverser un petit peu le désert, mais c'est ça, c'est comme je regardais autour de moi, puis je me sentais comme dans un western, là, comme c'est vraiment du paysage, ça rappelait, tu dis ok, c'est vraiment c'est dans ce genre de paysage-là que les films ont été tournés.
même si je n'étais pas en Andalousie, je n'étais pas exactement dans la région, là, mais c'est plus... c'est ça, tu reconnais le type de paysage, là, c'était spécial. Mais c'est ça, tourner en Espagne. Une des particularités aussi, mais ça, t'as beaucoup ça dans le cinéma italien en général, malgré que ça dépend. Mais de l'époque, là, c'est que, surtout ceux qui étaient justement destinés à l'international avec des acteurs internationaux, c'est que les acteurs parlent dans leur langue. Ouais, Puis c'est comme doublé après ça. Là. Ils sont doublés après, ce qui fait que on peut dire, tu n'as pas vraiment de vraie version originale, dans le sens que tu peux pas regarder le film ou tu peux pas regarder le film dans une langue que tout le monde parle comme si tu l'écoutes en anglais, ben là, ça dépend des films, mais mettons les films plus vieux, ben là, pour une poignée de dollars, Clint Eastwood, il parle anglais, mais je pense pas il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mondes que ça qui parlent anglais dans le film. Ils sont italiens doublés par-dessus après. Puis c'est ça. Puis finalement, tu as la version italienne où tu as les enregistrements originaux comme des acteurs italiens. Puis enregistrements originaux. Je pense qu'ils doublaient beaucoup aussi le même par-dessus. Je sais pas si c'est de la post-synchro, il fait juste doubler aussi, je sais pas. Là. Parce que quand je checkais l'arbitre et le truand, tu vois que il y a un petit décalage entre les deux. Fait que j'imagine que c'est de la post-synchro, mais je sais pas. Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de ça, là, mais je sais pas à quel point c'était systématique ou pas. Là. Mais ouais, c'est ça. D'ailleurs, Claudia puis t'as des trucs, mettons Claudia Cardinal dans L'Été d'une fois dans l'Ouest. L'Été d'une fois dans l'Ouest, c'est déjà, il y a beaucoup moins d'acteurs italiens, puis je pense qu'il y a plus de capitaux d'argent américain qui est dans le film. Mais Claudia Cardinal, d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai vu, parce que c'est qu'elle parlait anglais, mais qu'ils l'ont doublé par-dessus parce qu'elle avait un gros accent, ou je sais pas trop, là, mais ils ont tourné le film, puis elle parlait anglais sur le tournage, mais c'est pas elle que t'entends, là, parce que quand t'écoutes le film, elle parle comme une Américaine, puis Claudia Cardinal, pour vérifier, je suis allé voir une entrevue d'elle en anglais, puis je veux dire, elle parle pas pantoute de même là, en anglais, là, elle a un gros accent, puis tout, là. Mais c'est ça, mais elle n'a pas été doublée. Elle a pas tourné en italien, elle a vraiment tourné en anglais. Je dis ça parce que les lèvres, ils fitent vraiment, là, à moins que mes yeux soient attardés. Là. Mais c'est ça. Mais peu importe ça, peut-être des acteurs italiens qui sont. Tu vois vraiment que les lèvres ne fitent pas pantoute là, avec ce qui est dit par-dessus. Fait que c'est ça pour les caractéristiques du western italien. Puis c'était la même chose pour les peplums, en fait, là, avant. C'est pour ça que c'est vraiment un petit peu dans une certaine continuité. Là. Après, pour une poignée de dollars qui a été un gros succès, ben là, il y a et pour quelques dollars de plus, ou la suite, là, la suite. T'as pas. C'est ça. For a few dollars more. Ouais. C'est ça, qui est. C'est ça, encore avec Clint Eastwood, puis bon, ça se passe après. Il n'y a pas vraiment de lien avec l'autre d'avant, il me semble. Mais c'est pas le même personnage, hein? Ça se peut-tu? C'est juste comme une histoire, puis Clint Eastwood il est là, mais c'est pas la même personne. Non, je sais pas. Déjà, ça fait longtemps que je les ai pas vus, là, mais. Théoriquement, c'est The Man with No Name. Là, mais... Ouais, mais c'est ça, c'est l'homme sans nom. Il me semble qu'il y a un. Ouais, c'est ça. Mais puis après ça, le bon, la brute et le truand, qui est comme le troisième, qui est comme. Tu sais, je pense que c'est un petit peu des suites spirituelles sans être vraiment des suites, parce que le bon, la brute et le truand, c'est comme. C'est comme le préquel à ça, parce qu'à la fin, il trouve son poncho, puis qui porte dans les deux autres films. Là, fait. Mais est-ce que c'est vraiment comme des films qui se suivent ou pas? Je sais pas, il faudrait que je revoie pas. Je pense que les trois. Parce que l'autre aussi, il dit The Man with No Name. Fait que j'imagine que c'est comme le même personnage, mais c'est un peu n'importe qui en même temps. Exact. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon de le verbaliser. C'est comme tu viens de le faire. Mais. Ça il y a une. Tu sais, mettons dans les thèmes, là, tu sais, la fin de The Good, the Bad and the Ugly, c'est qu'il va chercher l'argent, puis tout ce qu'il veut, c'est aller chercher l'argent. Tu sais. Les autres, le dollar, ça va être la même chose. Fait que dans le fond, c'est juste la quête vers l'or, dans le fond. Ouais.
Mais c'est ça, pour parler du bon, la brute et le truand, là, tu viens de le voir, là, justement. Euh, ce film-là est vraiment adulé. Là, quand tu regardes les notes, je pense sur IMDb ou les notes publiques sur Allociné ou des affaires de même, il est considéré comme meilleur encore qu'il était une fois dans l'Ouest. Là. Puis bon, moi je suis vraiment pas d'accord. Mais tu sais, c'est bon, pour résumer le film, là, c'est ça, une chasse au trésor, si on veut, là, mais c'est trois personnages qui les trois veulent mettre la main là, sur le trésor. Euh, puis bon, ça se déroule là, pendant la guerre de sécession. Puis le film, en tout cas, après, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là, mais c'est un petit peu une suite d'épisodes. Là. C'est vraiment plein de péripéties qui n'ont pas vraiment rapport entre elles. Là. Tout ça jusqu'à l'aboutissement au bout de 3 heures, où ce que là, je ne sais pas si on peut parler de duel quand c'est trois personnes qui s'affrontent, là, mais sont trois, puis pour le coup, la scène est malade, là, c'est vraiment débile, là, puis c'est l'apothéose du film. Euh, mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, moi, je suis pas d'accord que c'est juste une suite d'actions. Là. Moi, je trouve qu'il y a une logique, mettons, à travers tout. Là. Ben, c'est Ouais. ça, je comprends un peu ton point, disant que l'histoire Non, au c'est sûr, je départ. suis pas totalement déconnecté. Non, mais l'histoire au départ, c'est Je peux quasiment pas. juste Clint Eastwood puis lui qui est laid. Puis après ça, t'as juste l'autre qui Lui arrive. qui est Comme, laid. C'est qui ça, lui? ben, Ah ouais, Diogly. Diagly, ouais. Ouais, ben, Mais, ouais. non, je comprends quand même ton point, mais ouais. C'est comme si l'histoire du méchant, c'est comme greffé à leur histoire à eux, mais ouais. En tout cas, Ouais. correct, là. Ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, dans le sens que, ça reste, comme je t'ai dit, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, là, mais t'as une suite de péripéties, puis tu as l'impression que tu les intègres à certains, t'as la guerre de sécession qui est en toile de fond, mais des fois c'est quasiment, des fois c'est quasiment plus eux qui sont intégrés comme à l'épisode de la guerre, puis au final, les trois sont chacun de leur bord, puis ça succède, ça succède, puis à la fin, ben là, tu arrives avec la confrontation. Là. Mais, euh, mais c'est ça, pour moi, ça me fait penser à un roman de Chrétien de Troyes, des romans médiévaux que c'est ça que c'est des épisodes qui se succèdent, puis il va d'une place à l'autre, puis tu as la quête qui est là en filigrane, puis tu as un aboutissement qui est là, mais au final, qu'est-ce qu'il fait? C'est quasiment comme des trucs qui détournent de son chemin. Mais en tout cas, je sais pas là. Mais, euh, mais qu'est-ce que tu as à dire sur ce film, vu que tu viens de le voir? Ben, c'est bon. Mais tu sais, quand tu dis que c'est meilleur que les États dans l'Ouest, mais c'est quand même différent pareil comme film. Je trouve qu'il y a comme peut-être plus d'humour, c'est peut-être plus caricatural Ouais, que l'autre, là. ouais, ouais, sûrement. Ouais. Ben, Puis moi, non, vas-y. non, rien. Vas-y. Non, mais j'ai rien. Non, j'avais rien à dire. Et moi non plus. Bon, mais ce podcast ne sera pas une discussion sur le bon, la brute et l'intrus. Non, mais tu sais, non, c'était bon. Je trouve que c'est peut-être. Ben, l'autre, ça fait quand même un certain temps que je l'ai vu, mais je trouve que c'est peut-être plus violent, celui-là. Ouais, peut-être. Mais tu sais, il y a plus d'action, il y a plus de trucs qui se passent aussi, là, euh, que dans Les Têtes une fois dans l'Ouest. Euh, Puis tu sais, le rythme est moins lent, même si je trouve que le film est plus, au final, est Plus long, comme, à regarder, ouais, plus je long, comprends. c'est ça. Parce que tu sais, t'as un rythme plus rapide, mais tu sais, des fois, sais, justement, le fait qu'on passe d'une situation à une autre, puis que tu as comme des nouveaux enjeux qui débarquent, comme le temps d'une scène, ça fait que par moment, tu es déboussolé, puis tu n'es pas nécessairement attaché à ce qui se passe. Puis, fait que c'est pour ça que là, il faut que OK, bon, c'est quoi ça encore? Puis là, c'est plus difficile de s'engager, puis ça paraît plus long que dans Il était une fois dans l'Ouest, que tu as la même histoire qui se suit du début à la fin, que même si le rythme est lent dans le sens que ça se déploie lentement, puis
c'est juste lent, comme littéralement, là, dans le sens que La les façon de scènes filmer, sont, c'est ça. c'est ça, les scènes sont longues, les situations sont longues, c'est long avant que quelqu'un dise quelque chose, c'est long avant que quelqu'un fasse quelque chose. Puis, C'est juste la scène d'ouverture, c'est genre 15 minutes, c'est juste des gens qui attendent, mais c'est tellement bien monté, tellement ben bien c'est ça, filmé. mais c'est ça, c'est lent, mais en tout cas, je trouve pas que c'est emmerdant. Là. Non. C'est, c'est ça. Ben, je trouve que c'est une de ses forces à Léoné, c'est que le temps, il est comme. T'es comme dans un nuage, tu sais, puis le temps, tu ne comprends pas trop, puis t'es juste là, puis tu flottes avec le film, au lieu d'être entraîné comme dans un enchaînement Mhm. rapide. Là, tu sais, ça, je trouve que c'est intéressant. Qui est la même chose Mhm. en Amérique aussi, c'est la même chose. Là. Quand que. Tu sais, c'est comme plein de temporalités Mhm. différentes, mais c'est comme si tu flottes à travers ça, puis ça paraît pas. Tu sais, je trouve ça intéressant. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Non, exact, là. Puis, ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ça. À part commencer à parler de Il était une fois dans l'Ouest, sorti en 1968. Donc, c'est quoi? C'est 2 ans ou 1 an après, après Le Bon, la Brute et le Truand? 66. C'est 67 ou 66? 66. Ça marche-tu? C'est ça, 2 ans. Euh, On est-tu buggé? ben, je t'entends, mais je te vois plus. OK. OK, Ah, ça bon. marche. 66. Ben, 66. ouais. Ouais, ben c'est ça, de 64 à 68, il a quand même fait 4 films, ce qui est énorme. Ah, surtout en plus, tu sais, les deux derniers, c'est des gros Deux, films. deux Là. films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Ah, puis tu sais, c'est des gros projets aussi. Là. C'est pas des petits films. Mhm, ben c'est ça. Tu sais. Donc, il était une fois dans l'Ouest. On en vient à notre sujet principal, qui est donc sorti en 1968. Donc, c'est-à-dire, là, au final, on rappelle que Pour une poignée de dollars est sorti en 64. Donc là, c'est le 4e film depuis 1964. C'est quand même impressionnant, là, surtout que les 2 derniers, là, Le Bon, la Brute et le Truand, puis Il était une fois dans l'Ouest, c'est des films à grand déploiement, là, comme tu disais. Là. C'est massif. Ouais, c'est ça. C'était des scènes de bataille dans Le Bon, la Brute et le Truand. C'est une scène où ils font exploser un pont, puis bon, tout Ouais, ça. c'est toute la scène de la guerre d'indépendance. Pas d'indépendance, de guerre de sécession à un moment donné, là, où ils se battent contre les ségrégationnistes, là, c'est hot, là. Ouais, c'est ça, c'était ça que je pensais. Là. Ouais. Euh, c'est ça, c'est pas. C'est, euh, c'est impressionnant là, de se dire qu'il a fait autant de films, puis aussi impressionnant en peu de temps. Là. Ah, il devait être fatigué. Hum, hum. Comme George Lucas après le premier Star Wars. Puis, non, mais c'est ça. Puis bon, tantôt, j'ai été demandé de retenir le nombre, le budget 200 000. de pour une poignée de dollars, 200 000. Ben, déjà, pour l'anecdote, je pense que c'est le montant du trésor dans Le Bon, la Brute et le Truand, ça se peut-tu? Bon, j'avais déjà vu ça. Je me souviens pas. Mais, euh, mais bon, ça, c'est pas vraiment important, là. Mais pourquoi je disais ça, c'est que les Tottenham dans l'Ouest, ben, c'est juste 4 ans plus tard. Donc, l'inflation, on s'entend que non, là, il n'y en a pas. Là. Il n'y en a pratiquement pas. Là. Mais c'est 5 millions. C'est quand même. C'est c'est genre 20 fois et plus de budget, là. C'est beaucoup. 25 fois. 25 fois. Ouais. C'est beaucoup. C'est fou. Hein? Mais c'est ça. Bon, c'est juste pour donner un ordre d'idée que c'est ça. T'as le film à la base sorti là, avec peu de budget, puis qui a engendré un immense succès. Puis là, ça fait que 4 ans plus tard, ben, tu as le même réalisateur qui fait un film dans le même genre, mais qui coûte 25 fois plus cher à produire. Euh, donc, c'est ça. Mais c'est un film qui est. Ça m'a surpris. Je le savais pas, là, en voyant le générique d'ouverture, que scénario de Sergio Leone et Bertolucci, qui est
bon, le réalisateur du dernier Tango à Paris, puis avec Marlon Brando, puis Le dernier empereur. le dernier Empereur, qui est vraiment excellent, là, je vous le conseille. Film sur le dernier empereur de Chine, Puyi, qui est devenu après l'empereur du Manchukuo, sous l'égide du Japon. Puis bon, tu suis un petit peu sa vie, c'est fascinant. Il y a Mais, le conformiste aussi de Bertolucci. Ça a l'air bon, ça. ouais, ben, je connais pas, là, mais... Ça a l'air bon. C'est ça, c'est ça, l'été de fois dans l'Ouest. Donc, c'est tourné beaucoup à la Cinecittà à Rome là, pour les intérieurs, puis même certaines reconstitutions en studio de. Je pense la fameuse scène du flashback, là, c'est fait en studio. Là. La majorité des scènes en extérieur sont vraiment tournées en extérieur, là, on s'entend, mais pas celle-là. Là. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup de tournage là, à Rome. En Espagne aussi. Mais tu as aussi beaucoup d'extérieur aux États-Unis aussi. Principalement en Espagne, là, quand même. Mais ils ont filmé dans la Monument Valley là, avec je ne sais même pas comment ça s'appelle, là, les grosses collines ou les grosses. C'est comme les espèces de montagnes. Là, tu sais de quoi je parle quand je parle de la Monument Valley? Non. C'est aux États-Unis, là, la vallée dans le désert avec des immenses. Ouais, je vois les images, là, genre les buts. Là. Oui, c'est ça, Ouais. des buts. C'est peut-être un terme plus approprié, là, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Ça a été tourné en partie là-bas. En partie en Utah aussi, je pense, là, mais c'est ça, beaucoup en Espagne. C'est un film qui parle de la conquête de l'Ouest. Comme vraiment, c'est son sujet. Ça parle du monde qui change. Ça parle du fameux, quand on parle du Far West, un monde sauvage avec des hommes sans foi ni loi qui sont là-bas, avec des bandits qui font régner, qui font, c'est ça, que c'est eux qui font la loi, là, l'espèce de fameux mythe là, du Far West. C'est ça, ce monde-là qui laisse sa place à quelque chose de plus ordonné, puis marqué matériellement par le chemin de fer qui arrive, puis c'est ça, toute l'idée de la civilisation qui arrive, puis le progrès, c'est très... C'est du vocabulaire qui fait vraiment partie là, du mythe typique là, de la conquête de l'Ouest. C'est les terres sauvages là, qui ne le sont plus. Au final, c'est ça. C'est vraiment le film parle du mythe de l'Ouest dans son essence même. C'est vraiment, c'est comme le sujet du film, c'est tout ce qui motive tout le film. Je sais que là, on en parlait hier, puis finalement, je pense qu'on n'aura pas une grosse discussion là-dessus, là, mais je sais que Sergio Leone parlait de ce film-là comme d'un ballet des morts. C'est quoi le ballet des morts? Écoute. Le ballet, genre la danse, là? Oui, mais tu sais, comme dans le sens que les personnages. Tu sais, tous les personnages, c'est comme des. Tu sais, t'as les personnages qui sont très marqués, puis que c'est un petit peu. Tu sais, c'est tous des. Tu sais, les morts, parce qu'ils sont comme. C'est des personnages qui sont voués à disparaître. Après, je suis pas un expert de ce que c'est un ballet des morts, exactement. Mais. Tu sais, peu importe, là. Je sais pas à quel point. Peu importe pour ça. Mais dans le sens que c'est ça. Pour moi, tu sais, entre autres, ce qui fait entre autres que le film est un chef-d'œuvre, c'est vraiment toute la force des personnages, de leur histoire puis de leur destin. Le fait que l'histoire se révèle vraiment peu à peu, qu'on découvre graduellement les personnages, puis on découvre leur destin tragique. Justement, quand on parlait par rapport au La Brute et le Truand, qui était plus une suite de péripéties puis d'épisodes qui font intervenir, qui n'ont pas nécessairement rapport entre eux, puis les personnages, ils font plus vivre puis subir comme l'action, comme se retrouver au milieu de quelque chose que de vraiment quelque chose qui les concerne pour vrai. Là. Contrairement à Il était une fois dans l'Ouest, où là, c'est vraiment centré sur les personnages, puis ce qu'ils vivent, puis tout ça.
Puis justement, on va faire un petit peu un tour par les personnages. Donc, il y a le personnage que, ben, après, tu sais, c'est un petit peu le personnage que tu assumes que c'est le personnage principal, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. C'est ben, celui on va l'appeler Harmonica, parce qu'on... Clint Eastwood, là. Ben, Ah c'est non, pas c'est pas Clint Clint Eastwood, Eastwood, c'est... Charles Bronson. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Mais, mais, mais il ressemble. c'est vrai. Son personnage, c'est un petit peu, c'est très, très analogue au personnage de Clint Eastwood dans la trilogie précédente. Là. Mais c'est ça. Puis bon, Harmonica, mais il n'y a pas de nom. On ne dit jamais son nom. C'est Cheyenne. Là. C'est un autre personnage qui l'appelle Harmonica. Là. C'est le seul qui l'appelle de même, en fait. Là. De ce que il me semble que c'est le seul. C'est vraiment ça. Comme on dit, un héros placide là, à la Clint Eastwood, là, que c'est qu'il y a ses objectifs, mais ses motivations personnelles, mais qui est aussi mais qui est mystérieux, qui a toute une aura de mystère qui l'entoure, puis qui est très mais qui est aussi vertueux, qui va aider la veuve et l'orphelin, puis dans ce cas-ci, la veuve littéralement. C'est héros solitaire western, là, puis avec qui est un personnage qu'on reconnaît vraiment typiquement avec c'est parce que il joue de l'harmonica, puis il joue l'un des thèmes là, principaux du film sur le thème principal là, à l'harmonica. C'est Mais, ça. Donc, on dirait que les personnages ont plus de profondeur aussi dans ce film-là. Ils sont comme... Tout avec leur histoire quand ils étaient jeunes, ça fait comme ça, c'est plus intéressant aussi. mm-hmm. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment un héros qui, il se dévoile au fur et à mesure. On apprend on apprend d'où est-ce qu'il, ben, on n'apprend pas tout ça, là, on apprend comme une chose là, sur son passé, si on veut. Là. Mais on laisse entrevoir là, c'est ça, son passé, ses motivations, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait depuis le début du film, puis tout ça. Là. Puis un petit peu, c'est ça. Parce que les personnages restent très typés, puis c'est comme des espèces d'archétypes, mais des archétypes comme sublimés. Là. Je sais pas comment expliquer ça. Là. Je suis pas un grand penseur de la caractérisation de personnages, mais non, c'est ça. C'est vraiment... C'est travaillé. T'as Cheyenne, qui est joué par Jason Robards, qui est un petit peu comme le truand sympathique, là, l'espèce de bandit repentant au cœur tendre. Ça va être le premier. C'est drôle parce que la première fois que le personnage apparaît de plus en plus sympathique plus le film avance. Là. La première fois que tu le voyais plus menaçant, puis à la fin, ben, c'est ça, t'es triste. T'es presque triste, là, même si c'est un petit peu pathétique. Sa fin. Là. Mais c'est ça, c'est ça, justement. Là, tu le trouves un petit peu personnage qui est de plus en plus sympathique. Là. Puis pour illustrer ça aussi, tu as toute son approche avec le personnage de Jill, qui est le personnage de Claudia Cardinal. C'est ça. Que la première fois qu'ils se rencontrent, tu as l'impression qu'il va la violer, puis que il y a une attitude un petit peu menaçante. Puis finalement, ben, de tous les personnages, c'est celui qui va le moins genre avoir de rapprochement avec elle, là, puis qui va être le moins menaçant, si on veut. Là, puis, en tout cas, c'est ça. Puis la dernière fois que tu les vois les deux, là, leur relation a complètement changé par rapport à la première fois que tu les as vus, que là, t'avais comme la menace qui planait dans l'air, puis à la fin, finalement, les deux t'as l'impression que c'est ça, que tu as une espèce d'entente je sais pas comment dire là, mais une espèce de partage de destin entre les deux personnages. C'est ça, puis ces personnages-là, ces trois personnages-là, c'est comme tous, quand on parlait de ballet des morts, c'est tous des personnages qui sont condamnés à disparaître là, dans le nouveau monde qui s'installe. C'est justement le... Attends, j'ai même pas parlé. Ok, il me semble aussi que j'en avais oublié un. Les trois personnages, je n'ai juste parlé de deux. J'ai pas parlé de Frank,
Henry Fonda. Henry Fonda, qui est, lui, ben, justement, c'est, contrairement à Cheyenne, qui est le truand sympathique, ben, lui, c'est le truand pas sympathique, là. C'est le bandit de l'Ouest, là, typique. C'est le méchant qui règle tout en tuant tout le monde, puis, qui a le pouvoir par l'arme, puis par la violence, puis, tout au long du film, tu vois qu'il perd de plus en plus de pouvoir puis de prestance. Quand tu le vois au début, ben là, c'est je sais pas à quel point j'ai envie de dire ce qui se passe dans le film ou pas, là, mais tu sais, quand Quand il va à la maison à la ferme McBain, ouais, puis le massacre initial là, du film, là, si on veut. C'est ça. Là, il apparaît évidemment tout puissant. Puis au fil du temps, ben là, tu le vois comme être confronté à d'autres personnages qui vont. Ou à chaque fois, tu as l'impression qu'il est diminué de plus en plus. Que ce soit avec Morton, dont on va parler après, là, le grand capitaliste, là, qui justement, lui, est en train d'acquérir, justement dans ce monde qui change, ben là, c'est lui qui acquiert plus de pouvoir que lui. Tu as Harmonica, qui est évidemment lui le héros. Sûr de lui que déjà ça ébranle la puissance de Frank. T'as Jill, t'as une scène où justement Frank il passe proche, où il y a une certaine dynamique de viol avec Jill là, que t'as l'impression qu'il va la violer, mais justement parce que là il est dans toute sa puissance, mais même dans cette scène-là, Jill, tu vois que Jill prend un petit peu l'ascendant sur lui. Fait que même là, c'est ça. Quand il continue de perdre du pouvoir, si on veut, t'as aussi ces hommes qui le trahissent. Puis finalement, ben, là, t'as le duel final où là, il est rendu seul face à Harmonica. Puis c'est ça, c'est comme la chute est complète, là, si on veut. Mais c'est ça, mais c'est comme pour revenir, là, c'est le truand de l'Ouest typique. Puis c'est ça, c'est tous des personnages qui sont condamnés à disparaître là, dans ce nouveau monde-là qui s'installe, d'un monde moins sauvage et plus ordonné et tout ça. Puis incarné entre autres par un personnage qui est Morton, qui est l'espèce de grand capitaliste, je viens juste de le mentionner, là, qui est, c'est le représentant du progrès. Là, son rêve, c'est il est dans son train, puis il avance avec sa locomotive au fur et à mesure que le chemin de fer est construit. Puis son rêve, c'est de joindre le Pacifique. Puis dans son train, tu as un tableau là, de l'océan Pacifique. C'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'archétype du progrès au sens 19e siècle là, vers l'ouest. Tout ça. Mais tu sais, mettons ce personnage-là, puis ses idéaux, penses-tu qu'il y a un lien à faire entre l'époque du film puis le film en soi? Tu sais, mettons fin des années 60, là, y a-t-il un lien à faire avec la société qui se construit ou pas? J'imagine que oui, là, mais... Ben, j'ai pas réfléchi à ça, mais parce que c'est sûr, à la base, c'est surtout une question de, je pense, Léoné, ce qu'il voulait, c'est de travailler justement sur le mythe de l'Ouest, puis la conquête de l'Ouest, puis l'expansion vers l'Ouest, puis toute cette idée-là dont on a parlé de progrès, puis d'amener la civilisation là, dans les terres sauvages. Après, est-ce que le fait qu'il ait fait ça, il y avait fait écho à l'association de la société à la fin des années 60? Peut-être. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup le fait de revisiter les grands mythes nationaux et historiques là, qui est une tendance très années 60, je pense, là, qui commence un petit peu à émerger. Fait que t'as ça, mais après ça, de vraiment parler société des années 60, puis d'évolution, puis faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps, là, mais s'il y a lien, je pense que c'est plus inconscient que vraiment réfléchi de la part du réalisateur, là, à mon avis.
Je sais pas ce que tu en penses. Ben, en même temps, t'es quand même le fruit de... Tu absorbes un peu ce qu'il y a autour de toi. Ben, c'est sûr. C'est ça. Exact. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Ouais, ça fait du sens. Ouais. C'est ça. Sinon, ben, le personnage de Morton, justement, qui est le grand capitaliste, représentant du progrès, bon, comme je disais. Puis, tu sais, justement, là, tu avais Frank qui était le grand méchant, puis qui se servait de. Tu sais, que son arme, ben, c'est son revolver. Ben là, tu as lui que l'argent, c'est son arme. Puis, justement, lui et Frank sont associés. Les deux veulent acquérir la ferme McBain. Mais tu as une scène, justement, je pense que c'est la première scène où tu le vois d'ailleurs, où que, c'est pas des trucs qui sont subtils, c'est quand même relativement insistant là, dans le sens que tu as vraiment la discussion entre les deux, où est-ce que, mettons, les deux parlent, puis il y a un petit peu de tension dans la discussion, puis là, Morton, il ouvre son tiroir. Fait que là, Frank il sort son gun parce qu'il pense que Morton il va sortir son gun, mais qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? Il y a des liasses d'argent. T'sais. Fait que la symbolique est assez évidente. Là. Mais c'est ça. Puis tu as aussi, à un moment donné, Frank il s'assoit à la chaise de Morton, puis il dit qu'il se sent genre. Il parle à Morton puis il dit qu'il se sent vraiment plus puissant, genre comme pour établir que c'est Morton comme avec son argent qui est l'homme le plus puissant. Puis ça, c'est encore plus appuyé par le fait que ce personnage-là, il est infirme, il marche en béquille, puis il y a un collet cervical, là. Il y a comme une maladie de dégénérescence des os. Puis c'est ça, fait que là, son corps se défait un petit peu. Là. Mais c'est ça, fait que tu as le contraste de Frank qui est le méchant qui est physiquement supérieur aux autres, qui domine par la force. Puis à côté, tu as lui qui est comme le nouveau type d'homme. On s'entend que la puissance par l'argent, ça a toujours existé, là, mais dans le sens dans l'Ouest américain, dans la terre sauvage qui est conquise là, par le monde civilisé. J'ai mis des guillemets pour ceux qui écoutent. Mais c'est ça. Donc, tu as lui qui est, ben justement, physiquement, il n'y a aucune force, puis il peut dominer absolument personne d'un point de vue physique. T'sais. C'est ça qui est fascinant aussi, c'est que cet homme-là, qui est l'homme le plus puissant, ben, c'est un infirme là, qui dépérit en plus là, physiquement comme ça. C'est peut-être ça. Les hommes les plus puissants, c'est des infirmes aussi. Non? Dans quel sens? Développe. C'est des pourris, puis c'est pas toujours les plus brillants non plus. Là. Est-ce que tu associes les handicapés avec le fait d'être une mauvaise personne? Benjamin. Benjamin. OK. On passe à autre chose. On change dessus. Non, mais c'est ça. Mais c'est drôle parce que bon, c'est pas un spoil, là, tout le monde meurt ou quasiment là, dans le film, là, mais il meurt à la fin. Là. Puis tu sais, t'as un petit peu une impression de. Puis ben, c'est pas Frank qui le tue, c'est les hommes de Cheyenne, mais Frank le laisse mourir, genre. Puis il l'achève pas parce que ça sert à rien, parce qu'il va mourir anyway. Puis t'as comme là, c'est une scène où justement là, Frank a vraiment comme le pouvoir sur lui. Là. Mais bon, je sais pas si on peut dire que ben, au final le total contrôle capitaliste n'était pas nécessairement arrivé là, à ce moment-là. Mais c'est ça, mais je me souviens plus c'est quel personnage qui le dit, mais t'as quelqu'un qui dit que mais même après Morton, il va en avoir d'autres. Fait que le personnage de Morton meurt, mais c'est pas le dernier. Là. Puis là, je me suis amusé, j'ai noté dans mes notes c'est pas le dernier, on peut penser. Juste vu qu'on est dans la question des mythes, puis on parle du cinéma plus qu'une vraie réalité. Là.
je pense à Daniel Plainview, qui est le personnage principal de There Will Be Blood, qui est un successeur de Morton, là, si on veut, là, un grand capitaliste puissant. Mais bon, c'était juste pour faire une référence cinématographique. Là, mais c'est ça. Puis là, dernier personnage, ben là, c'est le personnage de Jill, qui est au final un petit peu le vrai personnage principal, là, si on veut, qui est joué par Claudia Cardinal. Bon, puis à mon avis, le meilleur personnage du film, qui est vraiment au cœur de l'intrigue. Là, c'est toute l'histoire, au final, tourne autour d'elle. Puis quand on parle de personnages qui se dévoilent peu à peu, ben là, c'est vraiment l'archétype. Non seulement son personnage se dévoile peu à peu, on en apprend de plus en plus sur elle, mais on en apprend du même coup de plus en plus sur l'histoire au complet. Puis j'ai écrit aussi dans mes notes là, que c'est la plus belle femme qui a jamais existé. Là. Mais... J'avais vu ça. Mais non, mais elle est vraiment belle. Là. Elle est magnifique. Là. Mais bon, petit aparté, là, peu importe. Mais c'est un personnage qui se dévoile peu à peu. D'abord, on en entend parler. Donc, au début, quand tu es chez les McBain, là, son mari, qui demande à son fils d'aller la chercher à la gare. Parce que, bon, elle arrive, là, elle va arriver là, dans la famille. Là. C'est comme sa nouvelle femme. Puis, en tout cas, lui, il est parti avant. Puis, en tout cas, elle vient le rejoindre. Puis, tu vois, puis il envoie son fils la chercher. Puis là, son fils, il demande, mais comment je la reconnais? Fait que là, il sort la lettre qu'elle lui a écrite pour lui dire qu'elle s'en venait. Là. Puis là, tu vois son visage, il s'illumine quand il lit la lettre. Puis là, quand il relit la lettre, puis là, elle dit, bon, OK, je vais porter une robe noire, puis le même chapeau de paille que quand on s'est rencontrés. Puis là, il sourit parce qu'il se souvient de quand ils se sont rencontrés. Mais c'est ça. Fait que là, après, fait que ça, c'est juste la première fois qu'on l'évoque. Après ça, on la voit à la gare quand elle arrive. Mais là, elle est perdue parce qu'il n'y a personne qui vient la rejoindre. Elle est toute seule. Fait que là, puis après ça, on la suit pendant qu'elle s'en va jusqu'à la ferme parce on est avec elle pour la suivre de désillusion en désillusion. Puis comme la désillusion ultime, ben, nous, on la connaît, puis elle non. Là. Fait que là, c'est comme, ça crée de l'attente. Quand on parle de lenteur, ça dure combien de temps? Là? C'est genre 15 minutes ou plus. Entre le moment où tu la vois à la gare et le moment où elle arrive chez elle. Mais c'est ça, justement, quand elle va de désillusion en désillusion, premièrement, elle embarque là, dans une charrette là, conduite par un cocher. Là. J'ai clairement pas les bons termes. Mais, puis, tu sais, elle dit, je m'en vais à Sweetwater. Puis là, le gars, il est comme, Sweetwater, qu'est-ce que c'est ça? Puis elle fait, ben, c'est la ferme des McBain. Puis là, le monsieur, il rit, bah, voyons donc qu'il y a. Genre, c'est bien McBain, ça, d'appeler son trou perdu Sweetwater. Fait que là, déjà, t'es comme. Tu sais, elle s'imagine qu'elle s'en va à Sweetwater, genre, rejoindre son riche et prospère mari. Puis là, t'as le cocher qui rit dans sa face de même. Ça commence mal. Première désillusion. Puis là, c'est ça. Puis là, c'est fucking loin. Puis il faut qu'elle traverse le désert. Puis, fait que là, désillusion de j'habite dans un trou perdu maintenant, au milieu de nulle part. Puis finalement, elle arrive là-bas, puis là, ben, toute sa famille s'est fait assassiner. Tout le monde est mort. Fait que là, c'est comme ben, la désillusion ultime, comme tout son rêve s'écroule. Puis là, après ça, comme désespoir, elle rentre chez elle, puis elle fouille parce que elle cherche si son mari a laissé comme une fortune à quelque part, puis il n'y a rien. Fait que c'est comme une dernière désillusion. Ben, c'est plus la crème. La cerise sur le sundae. La cerise sur le sundae, c'est ça. C'est ça. Puis après ça, on continue d'en apprendre après ça, on va en apprendre plus sur elle au fur et à mesure. Ben justement, quand on la voit à la gare, on apprend qu'elle arrive de l'Est. Puis donc, de l'Est égale d'un monde plus civilisé. Parce que, bon, tu es habillé de façon raffinée et tout ça. Mais, premier indice déjà, elle regarde l'horloge, il est genre 8h40, puis elle regarde sa montre, puis il est genre 10h40. Fait que, tu sais, vu que c'est 2 heures, comme tu devines qu'elle arrive comme de 2 heures plus tôt là, à l'Est. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Le décalage horaire. Hein? Exact. Puis c'est ça.
C'est ça. Puis on apprend, c'est ça, de plus en plus là, sur comment qu'elle a rencontré McBain, puis leur mariage. Puis on apprend aussi éventuellement ce qu'elle faisait. Elle vient de la Nouvelle-Orléans. Puis on apprend ce qu'elle faisait à la Nouvelle-Orléans. Tu sais, qu'est-ce que tu dis du temps? On dirait que ça marche aussi avec le rythme du film, comme que tu recules dans le temps, dans l'histoire, mais dans le fond, c'est comme le temps qui est flottant, puis c'est comme flou un peu aussi. C'est intéressant. Ouais, je te laisse écrire là, une analyse détaillée sur le sujet. Là, pour que... C'est le temps. C'est vrai que ça m'intéresse le temps, j'en parle tout le temps. ça ferait un... Ah, ça serait génial, ça. Un bon mémoire de maîtrise. La notion du temps dans Il était une fois dans l'Ouest ou dans les films de Sergio Leone, je sais pas, c'est à toi de voir. Mais tu pourrais faire ça. C'est ça, puis tu sais, elle se retrouve un petit peu perdue, un petit peu comme le spectateur, tu sais, qui se retrouve un petit peu au milieu d'un conflit que tu comprends pas au départ, puis que tu apprends peu à peu là, tous les tenants et aboutissants. Parce que tout le monde veut la ferme McBain, puis c'est pour ça que la famille McBain s'est fait massacrer, mais on ne sait pas pourquoi, puis on l'apprend comme éventuellement. Mais c'est ça, fait, un petit peu comme le personnage de Jill, on est là, puis on comprend pas. Puis bon, c'est un des personnages qui survit à la fin, là, c'est un petit peu, qui va prospérer puis s'épanouir là, dans ce monde. Parce qu'on a parlé là, avec le personnage de Morton, on a parlé d'un petit peu des aspects plus négatifs, peut-être, là, ou en tout cas, dépendamment là, du monde, du nouveau monde qui arrive. Puis Jill, c'est un petit peu l'aspect plus positif, là, plus pacifique et fondé sur l'amour et l'entraide et le fait de vivre en communauté, là, au final. C'est ça, en gros. On parle beaucoup de conquête de l'Ouest et le film ne parle pas du tout là, de tout ce qui touche autochtones, terre. C'est plus. Le film n'en parle pas. Là. C'est plus le C'est monde. Plus construire un nouveau monde. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est construire un nouveau monde, puis on ne parle pas là, de ça du tout. Là. Ça parle pas. C'est plus aussi. Le progrès vis-à-vis de le monde de l'Ouest, des bandits qui font la foi, qui font la loi. Là, puis c'est ça, ça parle pas juste pour préciser, là, ça ne m'aborde pas du tout cet aspect-là. Si jamais il y en avait qui, parmi nos très nombreux auditeurs qui se disaient le film vante la civilisation face aux Autochtones, mais ils n'en parlent même pas. Bon. Sinon. Mais tu sais, par rapport à ça aussi, là, pourquoi que les Italiens sont intéressés tant que ça aux États-Unis et à la construction du monde américain? Ça me fascine quand même. Tu n'as peut-être pas la réponse, là, mais... C'est vrai que c'est particulier. Parce que Sergio Leone, il est né à Rome puis il est mort à Rome. Là. Je veux dire, c'est pas un Italo-américain là, du tout. C'est un Italien, du coup. Mais non, je sais pas. C'est sûr. C'est sûr, c'est un grand mythe fondateur. La conquête de l'Ouest, c'est un grand mythe fondateur captivant, là, qui a le potentiel d'intéresser. Mais après, tu as tout le temps du monde en dehors des États-Unis qui sont captivés par les États-Unis. Je sais que tu n'as pas joué, puis je pense que tu connais pas trop Death Stranding là, de Hideo Kojima. Mais Kojima, c'est un Japonais, puis il habite au Japon, puis je sais même pas s'il parle anglais. Là. Puis, mais dans ses jeux, c'est-à-dire, il parle tout le temps des États-Unis, puis Death Stranding, c'est reconstruire c'est un monde apocalyptique, puis le film parle même pas de reconstruire le monde ou de la civilisation de l'humanité, c'est reconstruire l'Amérique. Là, puis, bon, peut-être qu'un psychologue pourrait dire pourquoi il est obsédé comme ça par le sujet, mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui fascine des gens d'ailleurs, apparemment. Là. Il y a peut-être une notion marketing aussi, disant qu'on va aller chercher ce marché-là. Puis... c'est ça, c'était l'autre volet que je voulais aborder aussi, c'est que le fait que
que les Italiens faisaient des péplums avec des acteurs américains, puis après ça, des westerns avec des acteurs américains, puis puis c'est ça, puis il y a une volonté justement de faire du cinéma, qui international, mais aussi beaucoup destiné au marché américain parce que c'est énormément de gens, puis énormément d'argent potentiel. Fait que oui, c'est ça, on fait des films sur l'Amérique parce que je parle sur les États-Unis, sur des films western pour rejoindre un public large. C'est ça, en gros. C'est un petit peu comme les gros blockbusters actuels qui essaient d'inclure la Chine le plus possible. Mais, ouais, je pense que ça fait du sens. Débauche de réponse. Là. Mais, c'est ça. J'ai une section que j'ai nommée « Ce qui rend aussi le film extraordinaire ». Parce que, bon, les personnages, tout ça, c'est beau, mais si c'était juste ça, ben, ce serait quand même bon. Mais, tu sais, c'est pas juste ça. Là, c'est Sergio Leone, c'est la musique, c'est Ennio Morricone, c'est les paysages, c'est tout ce qui est la photo, là, que ce soit les paysages ou les différents cadrages, là, le montage, c'est extraordinaire. Il y a le fait que ce qui se passe à l'écran, c'est important aussi. Quand on parlait de l'importance de l'histoire des personnages, puis que, contrairement au Bon, la brute et le truand, que ben là, on est vraiment dans des événements qui ont un impact là, direct sur les personnages, puis sur leur destin, tout ça. Fait que ça contribue, je pense, à rendre le film passionnant. Puis, c'est comme t'habites plus les personnages, t'habites plus la quête. Là. Mm-hmm. J'ai noté que c'était lent. Bon, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais on ressent le moment présent, on sent les choses qui vont arriver. On vit la construction d'une scène, puis d'un événement, puis ça rend les événements justement marquants. Tu as aussi, quand on parlait du progrès, puis de l'arrivée du progrès, tout ça, là, visuellement, puis ou sensoriellement, ça se fait vraiment sentir. Là. Tu as les décors imposants, puis la quantité énorme de figurants, là, quand tu les vois faire le chemin de fer, ou à la fin, quand ils arrivent, quand le chemin de fer arrive enfin à la ferme, puis tu as des centaines de figurants qui sont là, puis c'est justement, tu prends le plan d'ensemble là, fait à la grue comme vraiment haut, là, qui dévoile justement la quantité énorme de figurants, puis tous les décors, puis il y a une impression de grandeur mise en contraste avec justement les moments où quand la première fois qu'elle arrive à la ferme des McBain, perdue au milieu du désert, puis où c'est vide, puis il n'y a personne, puis t'as vraiment, tu ressens ça là, au niveau de la mise en scène. C'est ça. Puis là, j'ai noté une espèce de liste de scènes marquantes. Tu as fait mention de la scène d'ouverture à la gare où c'est que justement, bon, tu as 3 personnages qui attendent que le train y arrive. Puis, c'est long. Puis, chacun, comme, tu filmes l'attente, puis un petit peu l'ennui, puis c'est le personnage qui a comme il y a une fuite là où il y a de l'humidité ou quelque chose qui coule là, du plafond, puis il coule sa tête, puis là, ça coule sur le chapeau, puis t'as la mouche, exact. Puis, c'est une des meilleures séquences de l'histoire du cinéma, ça. C'est malade. Là. C'est tellement bien filmé, c'est tellement bien. Tout est parfait dans cette séquence-là. Là. Non, c'est génial, c'est débile. T'as ça, t'as toute la famille McBain et son dernier repas.
bon, ils n'ont pas commencé à manger. Là. Malheureusement, ils n'ont pas pu prendre ce repas. Mais c'est ça, tu découvres la famille, puis là, après ça, ben, tu découvres ben, c'est ça, tu as Frank qui arrive, puis ça vire mal. Puis ça rappelle beaucoup, ben, tu sais, Tarantino cite beaucoup, là, on le sait, là. Mais la scène d'ouverture là, de Inglourious Basterds, quand c'est ça, la petite maison à la campagne, là, tranquille, avec la fille qui sort dehors accrocher son linge, puis là, c'est ça. C'est une fois dans. Ça commence en plus, là, c'est écrit il était une fois dans la France, occupée par les nazis. Mais ça, mais là, il était une fois dans l'Ouest, ben là, t'as la fille qui sort avec le repas, puis tout est calme, puis c'est la petite vie paisible, puis là, ben là, qui est malheureusement chamboulée. Mais t'as pas une scène d'ouverture un petit peu comme ça dans Le Bon, la Brute et le Truand, où je me souviens plus comment ça commence? Ben, c'est quasiment pareil comme dans Inglourious Basterds. Ok, Ils s'en vont chez le monsieur, puis là, ils prennent un verre ensemble, puis là, il va finir ouais. Ah oui, c'est vrai. C'était plus à ça que ça ressemblait. Mais c'est ça, mais dans les titres dans l'Ouest, ça ressemble aussi un petit peu. Ouais. Mais ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il y a du Léoné pour tous les films de Tarantino. Non. Non, c'est clair. C'est ça, ben, tu sais, toute l'arrivée de Jill, là, toute la longue séquence, Cheyenne, son interaction avec Jill au début, c'est super. Frank, sa scène avec Jill, comme une espèce de rapport de domination qu'il y a sur elle, puis que, elle, par rapport à ça, puis c'est une scène, c'est vraiment une bonne scène, c'est bien joué aussi là, par les acteurs, là, bien. C'est une espèce de tension, là, tout Morton, puis son train, puis quand il se fait quand Cheyenne est là, puis tout ça, la scène, peut-être la grosse scène d'action qui est dans la ville avec après qu'Harmonica puis Frank aient discuté, là, t'as comme une espèce de fusillade, mais en fait, même ça, c'est dans le fait que le film soit lent, là, la grosse scène d'action, c'est comme, c'est qu'il va comme tuer un par un des gens qui sont cachés, hein, qui essaient de lui tendre une embuscade. Là. Fait que, même là, tu as une lenteur comme dans une scène comme ça. Puis évidemment, le duel final, c'est ce qui m'avait le plus marqué la première fois que j'ai vu le film. Puis c'est ça, mais c'est une très bonne scène. C'est surtout marqué par l'utilisation du flashback. Où ce que justement, là, t'en apprends le plus sur le personnage d'Harmonica. T'apprends son rapport avec Frank, t'apprends pourquoi il est là, t'apprends pourquoi il en a personnellement envers Frank. T'apprends l'histoire de ça. Là. Le flashback, il se dévoile progressivement en 4 fois, je pense. T'sais, au début, Je m'en souviens pas. T'as un flashback qui commence, mais tu vois juste comme de quoi de flou, puis tu vois rien. Après ça, la deuxième fois, ben là, t'en vois plus. Puis je sais pas si c'est 3 ou 4 fois, là. Mais à la fin, ben là, t'as le flashback complet, puis tu comprends vraiment c'est quoi l'histoire. C'est une technique qu'il avait déjà utilisée avant pour quelques dollars de plus. Je me souviens pas exactement. C'est pas un film qui m'a beaucoup marqué, là. Mais c'est ça, tu avais déjà le prototype de ça, là, mais à mon avis, c'est vraiment. Une fois dans l'Ouest, c'est vraiment une excellente utilisation là, de ce principe-là. Tu sais, le film, c'est comme l'apogée des 3 autres aussi. La quoi, t'as dit? L'apogée. Ouais. Ben, ouais, non, pour moi, c'est ça. C'est les éléments. Mais oui. c'est vraiment l'apothéose un petit peu là, du grand western. Pour moi, ce film-là, il est parfait. Là. Il est extraordinaire. Là. Mais, ouais. T'as des éléments qui viennent de films d'avant, mais qui sont sublimés. Là. Ouais. Puis tu as un petit mot sur la musique quand même, là, parce que c'est extraordinaire aussi. Là. Puis bon, c'est Ennio Morricone, puis c'est. Ben c'est ça, tu penses que c'est de la musique qu'on connaît tout le monde, puis qu'ils ont poussé dans plein de films, puis là tu te rends compte que c'est des films des années 60 de Léoné. C'est comme, oh shit, c'est légendaire. Là.
C'est ça, tu sais. Puis t'as, ben, à moins que j'aie mal écouté, mais il me semble que tu as 3 thèmes principaux, là, si on veut, qui reviennent un petit peu pendant le film. 4 si on sépare le thème principal, si on veut, en 2. Parce que, tu sais, qui commence à l'harmonica, mais après ça, ça vire avec le chœur, puis la guitare au début, puis en tout cas, tu sais, plus épique, là. Mais bon, fait, moi, je les constate plus ensemble. Mais bon, tu as le thème, c'est ça, le thème dont je viens de parler, là, qui est qui commence avec juste l'harmonica grinçante, là, puis je pense, sais-tu, ben, dans le livre que tu l'as lu, là, mais là que Sergio Leone, il parlait de... il disait que c'était lui, genre, qui avait, l'harmoniciste qui jouait comme juste cette musique-là, comme il disait, pour y faire sortir comme le son de la bonne façon, il tenait la gorge, puis à un moment donné, il était quasiment en train de l'étrangler pour avoir le son qu'il voulait. Genre. Ouais. Mais en tout cas, tu lis Léoné, ça a l'air d'un petit fucké, là. Mais en tout cas. Puis, c'est la musique justement après ça qui devient plus épique, si on veut, puis c'est relié comme au destin qui unit Franck et Harmonica. T'as la musique plus associée au personnage de Cheyenne, puis tu sais, la petite musique de Pom Pom Pom, là, mais c'est une petite musique de tranquille, de... Chante-la donc, ouais. Non. 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 Mais c'est ça, c'est juste une petite musique, c'est le temps qui passe, c'est les petites pérégrinations, on avance à cheval, puis c'est la petite musique, je sais pas comment la décrire. Là. Puis t'as le thème si tu veux, c'est le thème de Claude de Cardinal, là, le thème de c'est le thème Jill. principal, là. C'est le thème Once Upon a Time in the West, c'est ça, là. C'est le thème principal, dans le fond. Ben, je sais pas, j'ai plus l'impression que le thème principal, c'est celui à l'harmonica avec le reste, non? Ben, OK. Ouais, mais, ben, les deux, là. Mais c'est parce que, mettons, dans mon cours de musique, j'avais ça, puis la tune c'était Once Upon a Time in the West, puis c'était ça. C'est comme le thème du film, mais... OK. Ouais. Peu importe. Peu importe, là, mais c'est ça, tu sais, la musique, justement, la musique qui est plus douce, puis là, dans les scènes où tu la vois, c'est lié à la douceur, mais aussi à la résilience du personnage de Jill, puis peut-être aussi à l'amour qu'elle suscite parce que tous les personnages tombent amoureux d'elle, là, ou en tout cas sont attirés par elle. Mais c'est ça, mais la musique, pour vrai, quand j'ai revu le film, là, il y a 2-3 jours, quand son thème, ben, cette musique-là commençait à jouer, genre, ça t'arrive-tu là, que tu trouves tellement ça bon, puis tellement que t'es pas capable de contenir, puis j'étais comme, aïe aïe, comme j'ai genre crié tout seul dans mon attente de asti, c'est malade. Comme c'est tellement beau, mais... Non, ça n'arrive pas, là, mais... Moi, ça m'arrive. Mais non, c'est ça, la musique est tellement magnifique, là, je la trouve tellement malade. Mais c'est ça, grande composition d'Ennio Morricone. Puis, de toute façon, je pense que c'est peut-être le plus grand réalisateur, le plus grand compositeur de musique de film qui a jamais existé. Ouais, puis il a été repris après ça plein de fois par d'autres compositeurs qui ont commencé à l'imiter aussi. Là. Exact. Là, c'est tellement... C'est tellement génial. Voilà. Ah, ils ont pris la toune dans Kick-Ass, là. C'est... je sais pas dans quel film. Là. Ouais, c'est le bout qu'elle monte l'ascenseur, puis elle s'en va dessus du monde. Il y a une toune de... Non, c'est ça? Ben, c'est pas dans ce film-là, mais c'est dans, je pense, The Fistful of Dollars ou l'autre, là. OK. Ça se peut. Non, mais c'est ça. Mais c'est aussi... C'est que des fois, c'est des musiques que... Tu sais, que t'as déjà entendu... Tu te regardes un film de Léoné, mettons, pour la première fois, puis là, ou mettons, tu le regardes pour la deuxième fois, puis là, t'es comme... ah oui, cette musique-là est vraiment bonne. Mais tu sais pas si... Il y a des fois, il y a des musiques que tu sais pas si tu la reconnais parce que tu as déjà vu le film ou tu la reconnais parce que tu l'as entendu ailleurs aussi. Ben, tu sais, juste, mettons, Ecstasy of Gold, là,
Bad and the Ugly, là. Ben, comme le thème principal, là. Non, c'est à la fin, là. Ok. Metallica, ils l'ont repris, là. Ecstasy of Gold. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est mythique, ça. Puis, on l'a revu plein de fois, cette affaire-là. Mhm. Ouais. Mais c'est ça. Sinon, ben, avais-tu quelque chose à ajouter sur Il était une fois dans l'Ouest, vu que j'ai fait le tour là, de mon côté? Non, je trouve que le temps est incroyable. Je le dirai jamais assez. Mais non. La gestion du temps. Un truc que j'ai. Par contre, ok, c'est rare qu'on cite des points négatifs de films dont on parle là, ici. Attendez de voir l'épisode sur Nouvelle-France. Sur Mais, Braveheart. hein? Sur Braveheart. Non, mais dans le sens d'en Parle-moi donc. Là, Ah ouais, non, je sais. mais on partira pas sur Braveheart. C'est un très grand film. Non, mais c'est ça, mais je disais, attendez de voir l'épisode sur Nouvelle-France, là, si tu veux voir des points négatifs. Mais non, mais pour parler de. C'est ça, au niveau. Parce que tu m'as fait penser à ça avec la gestion du temps, mais ça n'a pas vraiment rapport, en tout cas. C'est que. Bon, la ferme McBain, ils disent que c'est comme la seule place. Tu sais, t'as comme. C'est la seule place où tu as de l'eau comme dans genre 50 000 aux alentours. Fait que là, ce qui veut dire que la ville, comme qu'on voit, comme quand ils sont dans la ville, puis la ferme McBain sont à distance de genre minimum 50 000. Ce qui est quand même fucking loin. Surtout, tu sais, quand t'as pas de voiture, tu sais, le train non plus se rend pas encore. Tu sais. Euh, Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'allers-retours dans le film, en fait. Puis, entre les deux. Puis c'est pas clair comme le temps que ça prend ou la distance en tant que telle. Ça semble minimiser, je trouve. Fait que le temps n'est pas si bon que ça, finalement. Tout ce que je dis, c'est pas bon. Ben non, mais tu affineras ton propos. Là. Tu réfléchiras à ça. Tout n'a pas besoin d'être noir ou blanc dans la vie. Hein. C'est pas parce qu'il y a cet aspect-là que ça veut dire que c'est de la mort. Mais non, c'est ça. C'était juste pour amener un point. Là. Qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre deux endroits qui sont fucking loin l'un de l'autre. En tout cas, mais peu importe. Je n'ai pas réfléchi grandement à ça. Peut-être que dans le fond, quelqu'un pourrait me dire mais non, mais c'est parce que dans le fond, c'est juste tel personnage qui fait ça, puis peu importe. Je pense qu'il n'y a personne qui va te dire ça, je pense. On n'aura jamais de commentaires. Ouais. Boy. Bon. Non, mais quelqu'un peut se le dire tout seul, là. Je veux dire. Je sais pas. En tout cas, si quelqu'un veut dire ça, ben qu'il le diront. Là. Ben, certainement. S'il y a des gens qui écoutent pour vrai et qui ont des opinions. Sinon, pour parler de après ce film, qu'est-ce que c'est? Parce que Sergio Leone, il a continué sa carrière avec. C'est ça, il est mort, quoi, 21 ans plus tard. Donc, il a continué une longue carrière de 2 films. Ça fait contraste avec les 4 films en 4 ans. Mais. C'est quoi les autres? C'est-tu Docu-Sucker? Ben, le Fistful of Dynamite, là, c'est ça? Ouais, ça, Okay, puis. Ouais, exact. C'est les 2 seuls autres films qu'il a fait. C'est la trilogie Il était une fois. Il n'a pas fait beaucoup de films. Hein. Il en a fait 6. Ben, 6 plus les 2 péplums. Là. 8. Okay. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Dont un juste co-réalisé. Puis il y a... Mais c'est ça. Il a fait seulement 2 autres films après, là, en 21 ans. Il a produit puis il a scénarisé quelques trucs, là, mais ben, il y a, entre autres, Mon nom est personne. Il est-tu dans ton truc avec Clint Eastwood? Non, c'est AMI. OK. Ben, non, mais Clint Eastwood, il joue pas dedans, anyway, là. Mais... si tu veux. Mais c'est ça, Mon nom est personne, c'était avec Terence Hill puis Henry Fonda. Puis il y a eu une suite avec Terence Hill toujours et Robert Charlebois. C'est malade. Mais c'est vrai, mais tu sais, après ça, j'ai repensé, puis je me souviens que tout le monde en parle, il avait parlé de. Il parlait de Sergio Leone, puis d'avoir joué avec lui, puis comment c'était, puis tout là.
Mais c'est ça, il a joué dans un film scénarisé et produit par Sergio Leone. Y Avec... a-tu un gros rôle ou c'est juste la scène que tu m'as envoyée? Non, non, c'est un des trois personnages principaux. Là. Ah oui, c'est quand même fou. Ouais, non, c'est fou. Ça vous il est au complet sur YouTube en italien. Là. C'est Un génie, deux associés, une cloche. Bon, si vous voulez le voir en italien, si vous voulez le voir sur YouTube en italien, ben là, faut faire une recherche avec le titre original que j'ai pas noté. Mais bon, ça se trouve très facilement. C'est ça. Sinon, il a contribué au scénario de Troppo Forte, un film de 1986. Fait que c'est comme sa dernière action professionnelle officielle avant sa mort. C'est ça. Mais ces deux films, ben là, pour moi, on parle souvent, c'est ça. Quand on parle de Sergio Leone, on parle de ces deux trilogies. On dit la trilogie, bon, en français, on va généralement dire la trilogie du dollar. Puis, en anglais, c'est plus la trilogie de l'homme sans nom, Man with No Name Trilogy. La trilogie de la Révolution, pas de la Révolution, mais la trilogie Il était une fois. Parce que, bon, en français, les titres, c'est Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution, puis Il était une fois en Amérique. Puis justement, le deuxième, Il était une fois la Révolution, c'est 1971. C'est donc 3 ans plus tard. Mais son titre, c'est pas. Mais ça, c'est juste le titre en français. Mais il me semble que Ah j'ai oui, vu. c'est ça, ouais. OK. Ça, C'est je le me titre demandais en c'était quoi. français, mais. Hein? Ça, je me demandais c'était quoi ce film-là, parce que c'est Docu-Soccer, en fait, là, c'est ça? Ouais, OK. c'est ça. En anglais, tu as plusieurs titres. Doc, You Sucker, Fistful of Dynamite. Mais j'ai vu que t'en as qui font référence comme Once Upon a Time Revolution quand même. Donc, c'est pas juste un film français. Je pense que c'est comme le titre de travail en italien, peut-être. Puis après ça, finalement, le titre c'était Giulia Testa, qui est genre baisse-toi la tête, là, en gros, là, d'après ce que je comprends. Puis bon, c'est une réplique qui est dit souvent dans le film, là, comme, c'est Doc You Sucker, genre esquive ou tosse-toi ou genre protège-toi, peu importe là, c'est parce que c'est ça, parce que le personnage principal, ou les deux personnages principaux, là, mais un des deux personnages principaux, c'est un exilé irlandais, c'est un terroriste de l'IRA qui est joué par James Coburn. C'est ça, c'est pour ça, Fistful of Dynamite, c'est qu'il fait sauter plein d'affaires. C'est un expert de la dynamite, là, il fait exploser des trucs. Puis c'est pour ça, genre baisse-toi la tête, là. Genre, protège-toi. Il dit souvent ça à son compagnon mexicain quand il va faire exploser quelque chose. C'est ça, l'autre, c'est un Mexicain, là, joué par Rod Steiger. C'est vraiment... Tu sais, c'est pas... Est-ce que c'est un western? C'est un western dans le sens que ça se passe au Mexique, dans le désert beaucoup, puis tu as des histoires de banques, puis tout, mais ça s'extrait vraiment beaucoup des codes du western, puis tu vois qu'il ne voulait pas faire un western. Il y en avait assez. Puis c'est ça se passe en 1913 pendant la Révolution mexicaine. Puis ça aborde toutes sortes de thèmes qui ne sont pas du tout... s'il était une fois dans l'Ouest, ça parlait carrément du mythe de la conquête de l'Ouest. Puis tu peux pas avoir plus western dans son essence que ça. Ben là, vraiment, les sujets abordés ne sont pas vraiment liés au code du western. C'est pas un film qui essaie d'être dans un genre où c'est plus libre dans ce sens-là, dans le sens qui s'extirpe un petit peu du principe du western. Puis c'est ça, mais c'est vraiment, vraiment un très, très bon film. Là. C'est un grand film. Là. Pour moi, ces trois films-là, les trois de la trilogie Il était une fois, je sais pas si c'est trop de dire que c'est trois chefs-d'œuvre, mais c'est vraiment trois grands films. Là. Pour moi... C'est pas trop. Ouais. En Amérique, c'est génial. C'est Ouais, un chef-d'œuvre. Lui, je l'ai pas vu, mais j'imagine que c'est bon. Ouais, non, mais tu sais, il est pas... Ben, je sais pas, il est peut-être... J'ai pas l'impression qu'il est super accessible, comparé, en tout cas, surtout comparé aux deux autres, là, puis Accessible comparé... dans le sens qu'il se trouve pas. Là.
Ouais, exact. Accessible d'un point de vue là, matériel, là, d'un point de vue accès. Pas dans le sens qu'il est difficile d'accès quand tu le regardes. Là. Il est difficile à comprendre, ou difficile à aimer, je sais pas quoi. Là. Mais non, c'est ça. Juste vérifier rapidement s'il est ça. Ah, comme tu vois, il n'est même pas sur Google Play Films. Je sais qu'il l'avait chez Archambault un moment donné. Je pense peut-être qu'il n'y en a plus. Mais... OK. C'est ça, il est là, comme il est répertorié comme étant un film qui existe, mais tu peux pas le regarder. Tu peux pas le louer, tu peux pas l'acheter, rien. Contrairement à Once Upon a Time in the West, que tu peux acheter pour 15$ ou louer pour 4$. Mais c'est ça, tu sais, c'est un film, c'est un petit peu le film méconnu là, des trois. D'ailleurs, c'est celui que tu n'as pas vu. Mais tu sais, c'est vraiment un grand film. Là. Puis pour moi, tu sais, on parlait du flashback dans Il était une fois dans l'Ouest. Puis là, c'est la troisième fois qu'il ramène sa technique de flashback qui se dévoile peu à peu. Là. C'est encore ça, mais pour moi, c'est encore meilleur, c'est encore mieux utilisé, c'est encore sublimé que dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est vraiment génial. Là. Puis la musique pendant le flashback, je ne me souviens plus si c'est juste pendant le flashback, là, mais ça aussi, c'est une musique connue. Ben, Chaume, la station de radio, ils s'en servent comme Chaume, Chaume, Chaume. Mais c'est de la musique d'Il était une fois la Révolution, en fait. Là. C'est Chaume, Chaume, Chaume. Mais, ouais. C'est ça, je vais juste mentionner ça. Mais c'est ça, non, c'est vraiment, vraiment génial. Puis tu sais, justement, quand je dis qu'on sort des codes du western, ben là, tu sais, les flashbacks, t'es en Irlande, t'es avec un Irlandais dans un pub irlandais, puis t'as une séquence où t'as une balade en voiture, comme dans la campagne irlandaise, tu te sens plus du tout dans un western, là, on s'entend, là. T'es dans un autre monde, là. Les couleurs sont pas les mêmes, puis l'univers matériel, technologique n'est pas le même, si on veut. C'est l'intérieur d'un pub irlandais, c'est tellement pas western comme ambiance. Non, c'est ça. C'est ça. Ou au volant d'une voiture, habillé en veston cravate. C'est ça. Puis il est une fois en Amérique, 84, fait 13 ans plus tard, ça a été un projet long, compliqué à faire. Là. Ben, c'est sûr. Le film, il se passe sur plein d'époques, puis c'est grandiose. Là. Ouais, c'est vraiment. Puis bon, on a parlé de budget de 200 000 pour une poignée de dollars, puis de 5 millions pour Il était une fois dans l'Ouest. Puis là, ben, c'est sûr, on est 15 ans plus tard. Mais c'est juste 15 ans, là, je veux dire. Mais c'est 30 millions de dollars, le budget. Ah, c'est beaucoup. Mais tu sais, c'est à l'écran, tu le vois aussi. Là. Ouais, vraiment. Pour moi, c'est ça. Mais c'est un film qui a beaucoup plus. C'est encore une participation italienne, là, mais tu as quand même beaucoup plus de capitaux américains que dans ses films précédents. Puis bon, je pose une question. Est-ce le plus grand film de gangster de tous les temps? Est-ce que c'est supérieur au Parrain? C'est différent. Ouais, c'est différent. C'est bon. Sûr. Mais en tout cas, moi je pense peut-être que oui. Mais bon, de toute façon, ça sert à rien là, d'établir ça. Mais tu sais, en tout cas, si jamais il y a des gens qui écoutent et qui se demandent si le film est intéressant, ben, je pense que c'est le genre de questions qui prouve que ça vaut la peine de le regarder. Ah non, c'est un chef-d'œuvre. C'est fucking long à regarder. Là. C'est comme 4 heures quasiment. Là. Ouais. Mais vu. C'est tellement bon. Là. Non, c'est extraordinaire. Bon, c'était avec Robert De Niro puis Joe Pesci, qui, évidemment, ils sont tout le temps là. Mais c'est qui l'autre? Max, il joue dans Vidéodrome, je pense. Je sais pas. C'est comme son ami qui... Ben là, je veux pas... Non, je dirais pas de spoil. C'est son ami, Max. C'était James Woods. C'est ça, James Woods, c'est ça. Ok, c'est lui, ouais. Il jouait... Dans quoi qu'il jouait aussi? Attends, je l'ai vu dernièrement.
Je vais aller voir. Elizabeth McGovern. Tu as aussi Jennifer Connelly, toute jeune, qui joue là-dedans. Ah, il joue dans Virgin Suicide. Il joue le père. Ah oui, c'est le père, ouais, c'est ça, exact. Non, c'est le père dans Virgin Suicide. Tu viens de teaser le prochain épisode. Mais Ouais, ok. Ouais, je vais être prête, là. mais c'est ça. Tu as la narration qui est entremêlée là, entre les années 20, les années 30, les années 60. Le film est complètement déconstruit là, au niveau chronologique. Là. Ça alterne constamment entre le passé et le présent de l'époque, puis tout ça. Le temps est écœurant. Le temps, il flotte. Le temps Le est... temps. Ouais. Ah ouais, écoute, il y a vraiment de quoi faire un mémoire de maîtrise. Puis, non, c'est ça, c'est génial. C'est superbe reconstitution historique aussi. Ben, je veux dire, je connais pas l'époque ou les autres. Je veux dire, je pourrais pas dire que la reconstitution historique est bonne dans le sens qui est exact, là, parce que je pourrais pas te le dire. Faudrait chercher ou demander, ou je sais pas. Mais en tout cas, tu te sens dans le New York du début du siècle, là, que ce soit vrai ou pas, mais ça donne l'impression que je l'ai, en tout cas. Tu te sens vraiment dans une autre époque, là, au début du 20e siècle. Puis, quand tu vois l'image qui est l'affiche du film avec le pont en arrière, là, le pont de Manhattan, je sais pas, là, les rues, l'animation dans les rues, comment ça se passe, c'est différent d'aujourd'hui, puis tu le ressens là, dans le film. Puis, c'est vraiment très bon. Tu vois aussi l'évolution là, dans les époques où ça se passe là, sur, sur 40, sur à peu près Ben, 40 ans, là, c'est un 50 ans. film sur l'amitié puis l'amitié qui évolue aussi. Là. Exact. Comme il était, une fois la Révolution était un body movie en pleine Révolution mexicaine, parce que c'est l'histoire de deux personnages qui deviennent amis peu à peu. Ben là, une fois en Amérique, ben là, l'amitié aussi est importante. Tu vois comment j'ai réussi à plugger le truc que j'avais oublié de dire sur Il était une fois la Révolution, presque subtilement. Mais ouais, non, c'est un film c'est vraiment grandiose. Ça. Apparemment que Sergio Leone s'est fait proposer de réaliser Le Parrain d'ailleurs, avant. Ah ouais, Mais, ouais. ça a été bon. Il aurait refusé parce que justement, il avait pour ambition de faire ce film-là. Ouais. Mais non, c'est vraiment un grand film. Mais pour moi, c'est ça. Ces trois derniers films, c'est vraiment. Ben, ces films en général, c'est hallucinant. Ouais, mais je trouve vraiment que ces trois derniers sont supérieurs. Là. Vraiment. Là. Je veux dire, viens pas me dire qu'il est une fois en Amérique, puis pour une poignée de dollars, c'est la même qualité. Non, mais c'est comme une évolution à chaque film qui mène à l'autre quasiment, là, c'est ça? Ben, c'est ça, exact. Puis, ben, mais c'est ça, c'est fascinant, justement. Quand tu vois Il était une fois la Révolution, que tu vois qu'il s'extirpe du western, justement, puis après ça, Il était une fois dans l'Amérique, là, c'est complètement autre chose. Ouais, exact. Voilà. J'espère que ça donne le goût de regarder ces films si on ne les a pas encore vus. Même si ça donne pas le goût, écoutez-les parce que c'est un génie, ce gars-là. Mais exact. C'est ça. Parce que ça Puis, vaut à peine. C'est un génie du cinéma, puis il fait des films extraordinaires. Puis c'est ça. c'est un petit peu enfoncer des portes ouvertes de dire que c'est des bons films, Non, mais c'est un film. mais on n'est pas là pour être subversif non plus. Ou pour révolutionner, révolutionner les perceptions du monde de l'histoire du cinéma. C'est des chefs-d'œuvre. Voilà. Si tu veux. Voilà.